faut l'enfermer. C'est pas possible. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouveau numéro du podcast NBA Extra. Je suis aujourd'hui avec évidemment Jacques Monclar. Salut coach. Bonjour, bonsoir. Finalement, je le dis parce que, comme l'émission, le podcast, il s'écoute à toute heure et ça m'a été conseillé par un certain Julien M. Et voilà. Bonjour, bonsoir à tout le monde. Bonjour, bonsoir à tout le monde et parce que oui, vous l'écouterez peut-être ce soir le podcast pendant les matchs en direct sur Bein qui sont pas trop tard en cette semaine un peu spéciale, c'était Thanksgiving hier. Et puis on va parler, on va attaquer tout de suite avec deux équipes. Une équipe déjà qui joue ce soir, les Knicks, et on va parler un peu de ce trade entre New York et Minnesota. Ça fait quelques semaines déjà que ça a eu lieu, 2 mois exactement, tout pile. Et on est en train de se demander si c'est pas un trade perdant-perdant. En tout cas, c'est un peu ce dont j'avais envie de parler. On rappelle que les Knicks avaient récupéré dans ce trade Karl Anthony Towns, que les Wolves avaient récupéré Julius Randle et Donte DiVincenzo. Il y avait aussi eu pas mal de tours de draft dans l'affaire et des contrats de joueurs un peu plus anonymes. Mais la base de ce trade, c'était celui-là. Coach, est-ce que tu es d'accord avec moi pour l'instant pour dire que les deux équipes n'ont pas gagné au change ? À l'heure actuelle, leurs résultats indiquent qu'effectivement, ils n'ont pas gagné au change. C'est beaucoup plus marqué pour les Wolves que pour les Knicks, même si je me suis positionné depuis un moment là-dessus. Je trouve que les Knicks jouent mal et ont trop changé, trop travesti leur manière de jouer par rapport à l'année dernière. Et que de l'autre côté, les résultats des Wolves sont un peu effrayants et leur parcours là à venir dans les 15 jours qui viennent va être déterminant pour la suite de la saison. Ce qui est rigolo dans cette histoire, c'est que les deux joueurs majeurs font des belles stats. Tout le monde dit « Karl Anthony Towns, il assure, 26 points, 12 rebonds, très bien. » L'autre, il est à 25 points ou 23 points, il est derrière Anthony Edwards, et il marque aussi ses points, il fait ses trucs. Mais Julius Randle, Julius Randle, c'est pas ce que j'attendais, moi. J'attendais un plus dans une équipe. Et là, clairement, les deux équipes ont perdu leur ADN. C'était 2 des meilleures défenses de la Ligue. Ce sont 2 défenses à la rame. Les Knicks avaient une attaque en bois. Ils sont 4e attaque. Leur défense, ils sont 14e, je crois. Je pourrais vérifier. C'est dans ces eaux-là. Mais je peux vérifier parce que comme je les commande tout à l'heure, mais oui, parce que, tout ça est noir sur blanc. Knicks Hornets à 18h sur Beanspora. Mais bon, quand vous écouterez ce podcast, il sera passé 19-20h, je pense. Ouais. C'est 18e défense pour les Knicks, avec 113 points encaissés. Une équipe qui tournait à 104 l'année dernière. Mais là où on peut s'arrêter, c'est et je finis avec vas-y. La qualité quand même de rebond d'Anthony Towns. Elle ne masque pas le manque collectif de rebond. Les Knicks, c'était une équipe qui prenait des rebonds offensifs avec Hartenstein et Robinson de manière récurrente. Ils sont au rebond 25e équipe. Tout ça fait que, oui, c'est perdant-perdant, au moins pour l'instant. Je comprends les gens qui disent que c'est perdant-perdant. Je comprends. Et tu vois, au niveau de la défense, perdre Julius Randle, a priori, mais niveau défensif, il a sur la première partie de saison, il joue, il se blesse après. C'est la deuxième partie. Sur la deuxième, il se blesse. Quand il y a le truc des Nova Boys avec ce pauvre DiVincenzo qui est resté le même joueur mais qui sert à rien là-bas, alors qu'au Knicks. Et alors, il n'est pas tout à fait resté le même joueur pour le coup à Minnesota parce que sa moyenne de points, elle a quand même pas mal chuté. On passe de 15 à 9 et avec des pourcentages qui sont mais c'est quand même le même joueur. Oui, c'est le même joueur, mais qui est moins fort, du coup, à Minnesota. Et sans meneur, puisque Mike Conley joue pas, que Nickel Alexander-Walker est un peu court pour être un premier meneur, et ils en arrivent à jouer où c'est DiVincenzo, où c'est Anthony Edwards, où c'est Jaden McDaniels qui monte la balle. Donc, tout ça, ce sont 2 équipes qui ont juste la tête à l'envers. Voilà. Et 2 coachs qui sont un peu... à devoir gérer une équipe qui joue à l'inverse de l'ADN qu'ils ont insufflé depuis 2 ans. C'est très difficile. C'est très difficile. Je suis pas sûr que Chris Finch paye pas les pots cassés à un moment ou à un autre. Non, tu penses ça peut être en danger rapidement cette saison ? Je suis inquiet quand Anthony Edwards dit on est une équipe de gamins, on peut pas se parler. Ça veut dire quoi ? C'est que dès que tu dis un truc à un mec, il grogne. C'est ça que ça veut dire. Ça arrive parfois dans les équipes de vétérans, peut-être moins dans les équipes de jeunes où on est censé... Mais ça arrive quand tu vois un mec qui file pas la balle à un pivot complètement ouvert
Ok, il file pas la balle à un pivot complètement ouvert et que le pivot fait la gueule, reste 3 secondes dans la raquette, qu'il y a 95 au plan shot et que tu vas perdre d'un point ou deux ou une possession. Voilà, c'est que ton ego tue le jeu de ton équipe. C'est marrant parce qu'en latin, ego, c'est jeu, c'est l'ego tue le jeu, ou le jeu tue le jeu. J-E, tu J-E-U. Voilà. Et on en est là. Et de l'autre côté, on est content, Karl Anthony Towns, il fait des belles stats, il met dedans, c'est un bon joueur, mais l'équipe a perdu son ADN. On verra avec le retour de Mitch Robinson en janvier, a priori. Ça peut changer pas mal de choses quand même dans la saison des Knicks, même si on sait qu'ils se blessent souvent. On voit aussi l'évolution d'un Miles Bridges, qui était nominé pour être défenseur de l'année. J'ai l'impression qu'il peut pas défendre sur son ombre, et qui était un mec de drive, de slash, de mouvement, et qui nous prend des shoots comme s'il était Steph Curry. C'était un catch and shooter, c'est pas un porteur de balle avant shoot. C'est pas... Voilà. Ces deux équipes partent en vrille. Là, ils prennent les Knicks 129 points sans Luka Doncic à Dallas. Bravo les mecs. Bravo, c'est bien. Les Wolves, ils perdent contre tout le monde. Ouais, ils sont passés en négatif maintenant, et 8 victoires, 10 défaites. Alors que dimanche dernier, on les a vus avoir quasiment les Celtics au bout du fusil à Boston. C'est qu'il y a un problème mental, c'est qu'il y a un problème d'équilibre d'équipe humain et non pas technico-tactique. Et quand les coachs payent le prix cher pour ça, ça me met pas en colère parce que j'ai passé le cap, mais ça me chafouine parce que je dis quand même. Surtout que c'est des équipes au final qui n'ont rien gagné, qui ont au final beaucoup de choses à prouver aussi. Minnesota et New York confirmaient leur saison dernière et ça en prend pas du tout le chemin. Et on est censé, enfin en tout cas pour moi Minnesota avait peut-être un peu plus perdu au change, mais les Knicks on les attendait. L'objectif c'est d'aller au moins en finale de conférence avec cet effectif-là au départ, à l'Est. Tu ne peux pas évaluer à quel point un cœur collectif autour d'un boss qui était Jalen Brunson totalement, qui lui aussi subit le contre-coup d'une équipe différente. Tu ne peux pas... Tu ne peux pas enchaîner comme ça en faisant que on raisonne trop sur les stats individuelles des uns et des autres. Ah ben, Randle, il est bon pourtant. Ah ben, Towns, il est bon pourtant. Ouais, d'accord, un chien dans un jus de quille, ça a été. Et je mets Bridges avec Karl Anthony Towns, que je crois encore plus responsable de ce délitement, excusez-moi du mot, mais délitement de la défense. On ne peut pas passer d'une équipe de col bleu à une équipe de Stardate en goguette. Il y a une équipe qui a fait finale de conf, les Wolves, et l'autre demi-finale de conf. On a l'impression qu'ils ont gagné 3 titres chacun. C'est ça, ils ont pris la position, ils ont oublié qu'ils étaient des challengers, qu'ils devaient rester des morts de faim. Et que s'ils ont plus ça, eh ben, ils perdent beaucoup. En tout cas, pour les Knicks, c'était leur principal point fort. Voilà. Un peu moins pour Minnesota, mais... La défense qu'ils avaient. Bien sûr. Surtout sur la première partie de saison l'an dernier, c'était très impressionnant. Et après, cette déclat d'Anthony Edwards, elle m'intéresse. On peut pas se parler, on peut rien dire, il a dit. Alors, comme il est, lui... Et en plus, il a pas la langue dans sa poche, Anthony Edwards, pour le coup. Non, mais en ce moment, on voit des mecs qui gueulent. L'autre, il revient dans l'équipe, des gens de Téméré, direct, il allume tout le monde. Pelicans. Voilà. Alors, c'est ce qui dit est vrai, mais c'était peut-être pas à lui de le dire. On a joué que 2 matchs dans la saison, c'est peut-être pas voilà. Mais oui, je comprends qu'à l'heure actuelle, c'est perdant-perdant, même si les Knicks ont des résultats à 18, bon, c'est beaucoup trop, 2 défaites à la maison, c'est beaucoup trop, ils perdent les Pacers et les Bulls, je crois. Ouais, ça leur permet d'être quand même dans les 3-4 premiers à l'Est. Qui leur vient, les Knicks, là, il vaudrait mieux pas qu'ils se ratent. Déjà, le premier, là, parce qu'ils jouent des matchs qu'ils doivent absolument ramasser. Après, ils reçoivent New Orleans, après Charlotte à Charlotte, ils reçoivent Orlando, ils reçoivent Charlotte, ils reçoivent Détroit, ils vont à Toronto, ils vont à Minnesota. S'ils font pas 5 sur 6, ils seront pas dans les 2-3 premiers à l'Est. Et c'est pourtant l'objectif dédié. On enchaîne avec une équipe qui est en train qui réussit sa reconstruction, c'est Houston. J'ai voulu qu'on s'attarde un peu sur ces Rockets qui sont 2e de la conférence Ouest, 14 victoires, 6 défaites après plusieurs années de marasme. On va quand même recontextualiser. Ils ont terminé dernier à l'Ouest en 2021 et 2022. 2021, c'est la saison où part James Harden en cours de saison. En 2023, ils sont 14e. Et l'an dernier, pour la première saison d'Ime Udoka,
Ils terminent 11e avec un bilan à l'équilibre à l'Ouest de 41 pour 41, enfin 40 victoires, 41 défaites. Coach, est-ce que tu es d'accord avec moi pour dire que les Rockets sont vraiment sur une très bonne voie alors qu'ils partent pourtant très très loin avec un noyau de jeunes joueurs, très jeunes joueurs? Houston fait beaucoup mieux qu'attendu et est en train de réussir sa reconstruction. Alors la reconstruction a été bien faite dans les joueurs choisis. Jalen Green par exemple, Alperen Sengun, même Jabari Smith qui cette année se réalise alors qu'il traînait un peu en route, lui quand même. Et puis Amen Thompson qui est un défenseur référencé. Cam Whitmore, il y a le rookie aussi, Rich Shepard. Voilà, il y a plein. Enfin celui-là, le Rich Shepard, il va falloir qu'il gagne en vitesse parce que pour l'instant il peut pas jouer. Ou alors sur un tempo lent. Il y a deux grosses différences avec l'année dernière. Van Vliet joue de manière régulière. Et c'est lui le stabilisateur, au-delà du fait qu'il puisse me faire des matchs à 25-30 pions, ça on le sait, avec son style assez caractéristique, notre cycliste préféré, là. Je précise cycliste parce que Van Vliet, c'est un nom à faire Paris-Roubaix, ça. Mais il change tout. Il change tout. Jalen Green est devenu stable, son tri de shoot et les ballons qu'il reçoit sont meilleurs. Ses choix de shoot, ses décisions sont bien meilleures. Alperen Sengun est un joueur particulier, mais en attaque, il peut tout faire. Alors un style qui est pas très explosif, mais on est habitué avec un peu, on l'appelle le mini Jokic parce qu'il y a de ça. Il y a de la ressemblance. Il y a de la ressemblance, même s'il est moins passeur naturel, plus attiré par le cercle. Très fort au rebond offensif. Long de buste, donc beaucoup de moves près du panier. Très biscornu, des appuis, des appuis, les French Step, on dit ça, c'est pas Euro Step, c'est French Step, là en l'occurrence, le travail intérieur. Toutes ces choses-là, Jabari Smith accompagne le mouvement. Il faut rendre un hommage, mais appuyé, à Ime Udoka, qui fait un boulot de dureté. L'année dernière, ils ont fait au début, ils prenaient que des tôles. On va pas oublier aussi Dylan Brooks, qui peut passer d'un match comme le dernier à 0 sur 8 ou 10 au tir, qui est toujours utile en défense. C'est les deux vétérans de cette équipe qui jouent, en fait, parce qu'il y a Jeff Green aussi, mais qui a un dans rôle le assez moins. C'est important, c'est important. Mais... Uncle Jeff, comme il l'appelle dans toutes les franchises où il passe. C'est un mec sage qui a eu une opération terrible. Opération au cœur, non? Au cœur, au tout début de carrière. À Cleveland. Ah non, c'était à Cleveland. À Cleveland. Après, avec Boston, il avait fait des trucs. À OKC, il a fait des trucs. Il est drafté avec, je crois, avec Kevin Durant la même année, je crois, au Sonics. Aussi au Sonics de Seattle. Que c'est ça. Ouais. Voilà. Donc cette équipe-là, oui, elle a le potentiel à tous les coups play-in. Et pourquoi pas faire play-off direct? Pourquoi pas? On va le savoir assez vite, mais sur le rythme qu'ils ont en ce moment, avec les accidents industriels qu'il y a à l'ouest, je pense à New Orleans par exemple, qui est un accident industriel terrible. À cause principalement des blessures quand même. Il n'y a pas que ça, mais c'est en... ça fait 4 ans qu'ils jouent la carte Zion, il faudrait quand même qu'ils arrêtent au bout d'un moment, il faut peut-être faire autre chose. On en parle un jour de ça. On peut faire un prochain débat sur ça. C'est triste, c'est très triste. On est obligé de dire que c'est terrible, et quand il revient, il est inarrêtable et tout, mais le mec a un corps qui lui permet pas d'enchaîner. Enfin bref, les deux équipes de LA qui sont à la fois bien, mais fragiles. Donc, qu'est-ce qui empêche Houston? Les Wolves, qui sont au bord de l'accident industriel. Et des équipes qui devaient à minima être top 8 et qui n'y seront pas. Après, il y en a d'autres qu'on n'attendait pas, comme Golden State aussi haut, et qui devraient y être. Il y en a d'autres qui vont revenir, comme Dallas. Il y en a d'autres qui vont revenir, comme Dallas. Voilà. Tout à fait. Dallas qui fait un bon parcours sans Luka Doncic. Qui perd pas trop de matchs malgré l'absence. Mais ils en gagnent des beaux. Voilà, c'est ça. Ils en gagnent aussi des beaux. Ouais. Et plus ils vont se réaliser sans lui, plus le retour de Luka va être difficile. Non pas pour Luka, qui lui met toujours tout le monde à son tempo, mais pour les autres. C'est la grande différence, je m'évertue à le dire, entre le basket sur console. Je veux dire, je sais qu'il y a des gens qui font Virtual Regatta, qui dorment pas et tout. Vous avez beau pas dormir sur votre ordi. Ça reste plus facile que quand on est sur le bateau, quoi. Voilà. Et ben là, ça reste plus facile sur l'ordi de faire des équipes façon basket manager que de le faire en direct avec l'aspect humain. Il n'y a pas que la valeur, c'est pas un chrono, c'est pas une hauteur, c'est pas une distance, c'est de l'humain en permanence et multiplié par, allez, il y a 13 mecs sur les feuilles de match, ou 14, 13 je crois. Allez, sur 7-8 mecs, vaut mieux que ça fonctionne très bien.
tu trouves pas par rapport à, pour revenir sur Houston, moi je voulais faire ce parallèle avec en fait le leader de la conférence Ouest. Moi j'aurais voulu le faire avec OKC à l'Ouest, qui a pareil, qui a eu un noyau de jeunes joueurs qui ont quasiment tous été draftés par la franchise. Alors à la différence de Houston, c'est qu'il leur manque la... Je peux te contredire direct. Vas-y. Oui, pratiquement tous draftés, sauf un. À Houston ou à OKC, tu parles? OKC. À OKC... Oui. Alors justement, tu m'as pas laissé terminer. Le principal. Oui, tu m'as pas laissé terminer. À la différence d'OKC, c'est qu'ils n'ont peut-être pas cette superstar, ou en quoi ils l'ont pas encore, avec Shai Gilgeous-Alexander au Thunder. C'est que à Houston, il y a plein de bons jeunes, mais il y a peut-être pas ce grand leader qu'ont les grandes équipes qui vont très loin en play-off. Ils savent pas, eux, je crois, encore. Ils savent pas qui peut l'être ou s'il peut y en avoir une. Sengun peut l'être. Ou Jalen Green. Ils ont renouvelé Jalen Green pas trop cher. De manière, quand on fait ça et que le joueur accepte, ça permet quoi? Ça permet un trade éventuel. Ça permet d'avoir un contrat intéressant pour Oui, potentiellement... et un trade éventuel. Moi, il y a une rumeur qui est sortie il y a une semaine, en fait, sur Houston, avec un joueur que tu aimes beaucoup. Ça parle un peu de Giannis. Sans Giannis... Je sais que tout le monde le veut, mais Houston, pour le coup, eux, ils ont des éléments, ils ont des pièces, ils ont des tours de draft en poche pour faire un peu vaciller Milwaukee. On va rappeler à nos auditeurs là, qui courent ou qui courent pas que en NBA, on n'a pas le choix. Hein. Le joueur n'a pas le choix. Il peut dire « je veux partir », la franchise a le droit de lui dire non, et si elle lui dit oui, elle a, le choix de l'endroit. Conféré Damian Lillard, qui voulait aller à Miami, qui s'est retrouvé à Milwaukee. La première lettre était la même, mais pour le reste, non. Moins la météo, quoi. Ouais, quand il a vu sur l'étiquette MI, il s'est dit c'est bon. Ah oui, MIL, pas MIA. Non, c'est pas bon, ça, c'est sur le vol. Faut prendre la doudoune, quoi, c'est tout. Mais donc oui. Giannis, on verra. Pour l'instant, ils gagnent des matchs et ils ont tout pour revenir dans les playoffs. Milwaukee et se recaler. Lillard a l'air de mettre un peu le nez à la fenêtre. Gary Trent aussi. Middleton fait du 5 contre 5. Donc on verra. Giannis n'est pas parti. Il a toujours dit que c'était New York. Mais New York, il y a les Nets. Et les Nets, avec Fernandez, je leur dis, ils font un bon boulot. Il y a Miami, qu'il aime bien. On verra. Je pense que Milwaukee préférerait l'envoyer à Houston, ou à l'Ouest, en tout cas, à n'importe où, si tu veux, que de l'avoir dans leur conférence. On n'en est pas là. Mais Houston a un développement très intéressant. Très intéressant. Il y a une équipe qui sait ce qu'elle fait. Il y a une discipline. Ime Udoka a l'air très rude. Il a joué en FIBA, il a même joué en France. Il a été assistant de Greg Popovich pendant longtemps. On sait que son passage à Boston a été à la fois une réussite et un mystère. On a quelques éléments quand même. On a quelques éléments, mais ça reste quand même la grande muette, hein, Boston, quand ça veut pas parler. Et là, personne n'a parlé. En tout cas, ils ont été champions avec le bon boulot de Joe Mazzulla, mais dans la continuité du boulot de ce qu'avait fait Ime Udoka, bien sûr. Ime Udoka, qui a été celui qui n'a pas lâché à l'époque le duo majeur, dont beaucoup pensaient, moi j'avais le doute, que ce serait difficile de gagner avec eux. Avec Jalen Brown et parce que depuis Pippen et Jordan, on n'a jamais vu deux mecs quasiment sur le même poste arriver à être leader comme le sont Jalen Brown et Jason Tatum. Mais Ime Udoka fait un super boulot. Alperen Sengun a un talent d'attaque insensé. Il faut qu'il progresse très sérieusement Alors on va me dire, il fait des interceptions, il prend des rebonds, il fait des contres. Mais en Bunyam homme, il est vraiment en difficulté. Donc voilà. Maintenant, j'adore ce que fait Houston en ce moment. Vraiment, et les trois équipes du Texas, plus globalement, vont plutôt bien. Juste pour conclure sur Houston, une petite stat que j'ai trouvé ça. Enfin, c'est pas vraiment une stat, mais un chiffre que j'ai trouvé sympa sur les 8 joueurs qui ont le plus de minutes aux Rockets. Il y en a 6 qui ont moins de 24 ans. C'est dire à quel point ce groupe est très très jeune et a énormément de. C'est Van Vliet et Dillon Brooks, les deux autres. C'est Van Vliet et Dillon Brooks, et j'ai triché un peu parce que le 9e c'est Steven Adams, mais tu vois, du coup j'ai pris que les 8 premiers. Mais sinon ça marche un peu moins bien. Mais tu vois, dans le vestiaire, Steven Adams, c'est un mec important, bien sûr. Super gars d'ailleurs, Steven Adams. Ça tous ses coéquipiers la folie de Dillon Brooks, qui est accompagné de respect pour ce mec-là, qui est capable de grosses perfs défensives et parfois offensives. Et parfois offensives. Et ben tout ça, c'est bon pour les gamins.
Il y a des tas de jeunes. C'est pas là où il y a Ison aussi, non? Si, il y a Tari Ison, bien sûr. Bien sûr. Ouais. Il fait partie de ce noyau, ouais, tout à fait. On avait oublié de le citer. Il y a quelque chose d'intéressant vraiment qui se passe. Et puis là, pour le coup, tu parlais de Minnesota. On parlait de Minnesota tout à l'heure, mais là, si on veut se relâcher à l'entraînement ou en match, s'il y a Dillon Brooks derrière pour vous rappeler un peu ce qu'il faut faire en défense, ça, c'est quand même un peu plus simple, quoi. C'est exemplaire. La folie, la manière de te sublimer dont tu as besoin au très haut niveau, et la NBA du très haut niveau, Dillon Brooks en est un bon exemple. De l'autre côté, la sérénité, l'intelligence, l'expérience, le vécu de Mike Conley. Mais quand il n'est pas là, mais c'est une équipe de poulets sans tête, Minnesota. Une basse-cour à qui on a coupé toutes les têtes. Et ça court dans tous les sens et ça fait n'importe quoi que sur le talent. Mais c'est pas... Ça suffit pas, en tout cas, et surtout pas dans la conférence Ouest, en tout cas. Non. On termine par un joueur. Alors j'ai été très content parce que pour le moment il n'avait pas raté un seul match cette saison. Là t'arrives coach et tu me dis il joue pas. C'est LaMelo Ball. Il y a Knicks Hornets à 18h. Un mollet qui queen. Ah ouais, c'est comme souvent avec lui. Et en fait je voulais un peu parler de LaMelo Ball parce que mine de rien, c'est le deuxième meilleur marqueur de la NBA cette saison. Tu savais ça, oui. Tu savais ça, Jacques? Il a un peu plus de 31 points de moyenne. Il n'y a que Giannis qui est devant lui. Avec exactement les mêmes pourcentages que la saison dernière. La seule différence, c'est qu'en fait, il tente beaucoup plus sa chance. Et je voulais avoir ton avis sur le meneur flashy et fantasque des Hornets. Est-ce que c'est pas un joueur extrêmement sous-coté dans notre ligue quand il joue? Alors, sous-coté, je te rappelle qu'il a été All-Star à Cleveland. Oui. Eh oui, il a été Cleveland. Il a été All-Star. Donc déjà, c'est qu'il n'est pas... Oui, mais quand on te dit les meilleurs meneurs en NBA, tu penses pas tout de suite. Mais parce qu'il a été blessé 2 ans de suite. Mais le All-Star de Cleveland, il est All-Star, tout jeune. Donc il n'est pas boycotté. Pour sa deuxième saison. Pas ceci, cela. 31 points, 5,4 rebonds, 6,9 passes. Très bien. Il est le joueur qui prend le plus de 3 points, je crois, 13. de la Ligue. 13 par match, pour 25 tirs en moyenne par match. Il prend plus de la moitié de ses shoots à 3 points, et plus à 4 points. Mais c'est un gros changement dans son jeu cette saison, d'ailleurs. Oui. Après, naturellement, il m'éclate pour 2 choses. D'abord parce que quand on le voit, il a l'air complètement biscornu, il a l'air de faire n'importe quoi, alors que le mec fait des trucs qui me rappellent Pete Maravich. Pour ceux qui, alors allez voir, ça date des années 70-80. Il y avait un joueur Pistol Pete Maravich de LSU et qui après a longtemps joué à Atlanta, etc., qui était un mec comme ça, qui se la passait toujours dans le dos, qui faisait des appuis décalés, qui prenait des shoots sur un pied dans tous les sens. LaMelo Ball et le Pete Maravich des 3-0 même. C'est plus 2-0, là c'est 3-0. Après, c'est un gamin qui a fait le lycée, puis après est parti en Lituanie, en Australie, qui a bourlingué, qui est pro depuis très longtemps, qui en attaque un talent infini. Mais par exemple, je suis pas sûr que LaMelo Ball et Sengun puissent être champions avec une équipe ensemble dans le 5 de départ. Parce que les deux sont quand même des passoires en défense, ce que j'appelle des toréadors. Hein. Un toréador, ça évite le plus les contacts. L'image est pas mal. Voilà, il est catastrophique en défense. Heureusement qu'il est assez grand. Ouais, donc très tu un peux peu le cacher, mais pas très tu physique. Tu peux le cacher aussi. sur les 3, voire les 2, les 3, voire même un 4 fuyant. Oula, oui, très fuyant. Qui fait pas de post-up. Voilà, ça faut pas. Voilà. Ouais. Même s'il est grand, hein. Il est long, hein. Il fait 2 mètres. Hein. Ouais. Il fait 2 mètres, la même chose. Il va pas être loin. Mais il est long. Ouais. Il y a des mecs qui font petit. Lui, il est long. Anthony Edwards fait pas grand. Il est pas très grand d'ailleurs, mais il jump au ciel. LaMelo, c'est une mobilette, mais la défense est problématique. Après, est-ce qu'il est capable de se réaliser dans une équipe sous pression? Il joue, on a l'impression qu'il joue pour l'amour du jeu et le fun, lui. Mais je le trouve pas sous-coté, moi. Il joue dans une équipe qui est pas très bien classée. Il a pas joué depuis 2 ans. Là, il va être borderline All-Star, là, hein, s'il rejoue. Là, il est pas mal, ouais. Il fait 2,01 m d'ailleurs. Je viens de vérifier. 2,01 m. C'est grand pour un meneur au final. Ah bah oui, il est long.
C'est Luka, il fait 2-3, 2-2. Mais moins lourd, par contre. Ah, c'est pas les mêmes. Ouais. C'est pas les mêmes. Il y en a un qui est tout dans la technique, l'autre tout dans la vitesse et les arabesques. Et il y en a un qui peut aider à la reconnaissance, je pense, de la Melo Ball, si les résultats continuent à suivre, c'est Brandon Miller, qui a été drafté la saison dernière. Et je sais pas ce que tu en penses, mais je trouve que Brandon Miller, c'est à minima un futur bon lieutenant, mais ça peut vraiment être un joueur qui peut faire décoller cette franchise avec la Melo Ball. Je pense que c'est lui. Moi, Brandon Miller, il a un truc il a ce profil d'ailier qui est rare. Ouais. D'ailier, tu vois la carrière. C'est un pur attaquant, tu vois. C'est supérieur à mon avis à Ingram. Ah, elle a pas mal la comparaison. Il est plus physique déjà, mais c'est un peu le même style de jeu. C'est un ailier scoreur impénitent. Il a le profil d'un meilleur marqueur de la ligue. Ouais. Mais il a ce profil-là. Vraiment, ouais, clairement. Et c'est sûr que lui, sa sortie d'Alabama, c'est l'année de Victor qu'il est deuxième, c'est ça? Oui, tout à fait. Oui, il est deuxième l'année dernière au Trophée Rookie de l'année. Il est superbe. Parce que ça fait des années que Charlotte en fait cherche, à draft souvent plutôt en bonne position, jamais tout en haut, mais souvent très très bien. Quoique la Melo Ball, ils achètent des fois tout en haut. Ouais. Hein, Ouais. Quand ils achètent le reverchant de la NBA, là, celui qui s'était broyé la jambe avec Boston à Cleveland. Gordon Hayward. Gordon Hayward, 30 millions. Hein, ils avaient acheté payé longtemps. Nico aussi, un peu cher. Peut-être un peu. Ouais. C'était pas le meilleur Nico, mais pas mal quand même encore. 2016, c'est le moment où il y a eu les big contrats. Et là, ils ont donné là-dedans. Et cette année, ils ont leurs deux pivots, un qui sort de Duke, l'autre de Kentucky, même si c'est pas des super. C'est Mark Williams et Nick Richards qui ont été absents. Moussa Diabaté fait du super boulot au rebond, mais bon, ça reste quand même, il a toujours pas de contrat dédié, enfin, il a toujours un two-ways. Et la Melo Ball, il faut qu'il monte le régime de sa défense, et pour être considéré comme un meneur leader total, il faut qu'il fasse plus de passes. À 6-9... il a un peu baissé ses moyennes, mais c'est aussi parce qu'il score plus. Parce qu'il shoot plus. Parce qu'il shoot plus. Ouais. Il score plus, mais il shoot plus, du coup il score plus. Il y a aussi le fait qu'il soit quand même un petit peu toujours la banane et toujours à faire le guignol. Il paraît que c'est Rémi qui me disait ça, parce qu'il a eu des renseignements très récemment là-dessus. Il paraît que dans la vie, il est comme sur le terrain. Il achète une voiture violette avec les Dragon Ball dessus, il en a rien à faire. Il porte des tenues dans tous les sens de couleurs, mais il n'y a que lui qui peut porter. C'est un garçon différent et heureux de vivre apparemment. Maintenant, dans les fins de match, et d'ailleurs une fois avec Charles Lee, il l'a sorti sur une fin de match, il faut qu'il soit plus cohérent. Il a un gros problème aussi cette année, et c'est rare pour un meneur. C'est qu'il est déjà sorti 5 ou 6 fois pour 6 fautes sur 18 matchs. Ouais, c'est beaucoup trop. Ça n'arrive jamais chez les meneurs. Pourquoi ? D'abord parce qu'il n'est pas attentif, il doit en faire à la con, et ensuite parce qu'il est ciblé. Que les mecs l'attaquent systématiquement, et là, qu'est-ce qu'ils font ? Ils font trappe. Est-ce qu'ils peuvent switcher partout avec lui ? En ce moment, il y a des problèmes qui sont autres que la fiche de stats. La défense, sa défense est considérée comme pathétique, et le fait qu'il fasse 6 fautes trop souvent, et qu'en fin de match, tu vas être hésitant pour pénétrer parce que tu veux pas faire un passage en force, tu vas pas t'opposer sur une contestation parce que tu vas déjà en avoir 4 ou 5. Mais c'est le cercle vicieux, du coup. C'est encore moins bon en défense. Donc c'est pour ça que je répète, il n'est pas sous-coté. Il reste à ciseler 2-3 choses pour que ce soit un joueur supérieur. Ses stats sont belles, son jeu est éclatant, mais il m'éclate en tout cas. Voilà, il n'est pas sous-coté. Il n'est pas sous-coté. Okay. Parce que, est-ce que tu mets Trae Young devant lui ? Mais moi, en fait, justement, je trouve qu'il y a un léger parallèle à faire. Enfin, quand tu parles de la Melo Ball, en fait, tu pourrais parler de Trae Young, qu'on ne verrait pas vraiment la différence au final. C'est un joueur qui a des immenses qualités en attaque, que ce soit passeur ou scoreur, mais par contre, en défense, ça coûte beaucoup trop cher. Il est quand même plus stable, quoique dans les fins de match. Mais pour le coup, il a l'avantage d'être plus grand. Et ça mine de rien, en défense, ça n'a plus rien à voir. Mais non, il est plus facile à cacher. La Melo Ball est plus facile à cacher en défense. Mais il prend des fautes parce qu'il est inattentif. Il n'a pas encore le label leader de jeu. Il est leader
par les points qu'il met, il est leader par le spectacle qu'il donne, par l'enthousiasme qu'il a, mais il est vraiment pas stable. Il est vraiment pas stable. Pas encore. Et en défense, je te répète, au-delà des team passoires, il fait des fautes. Ça coûte. Ça lui coûte à lui, ça coûte à l'équipe, et il est ciblé par tous les adversaires. Bon, et ben voilà les axes de progression de la Melo Ball. Voilà. On va s'arrêter là, coach, ou tu veux Voilà. un dernier Juste mot un sur mot, quelque chose? la Vas-y. Melo Ball, je suis content que Lonzo rejoue. Ah, ça, c'est génial. De cette Ouais. fameuse Bien draft sûr. qui, quand même, on parle de what if en NBA, mais le mec qui a pris Markel Fultz en premier, nickel. Magic et les Lakers qui prennent Lonzo en deuxième, nickel. Vous vous souvenez qui est le troisième, cher Nicolas? Bien sûr, il a failli être MVP des finales la saison dernière, c'est Jason Tatum. Voilà, Tout à fait. des what if. Hein. Mais tu sais que je crois que Jason Tatum est pas fan des Lakers. Enfin, il est fan de Kobe et je crois qu'il aurait beaucoup aimé à l'époque être pris par les Lakers en numéro 2 plutôt que d'aller à Boston. Ça, je Après, suis les quasiment mecs, certain ils qu'il ont l'a pas- déjà, ils ont déjà pas dit. le choix. Il a pas le choix. Monsieur, genre, il aurait adoré prendre la succession de Kobe aux Lakers, le Tatum. Les Sixers, ils auraient eu une bonne idée aussi. Hein. Les Sixers aussi, ouais. Mais tu sais que Markel Fultz à la fac, quand il sort de la fac, c'est un numéro 1 quasiment Petite incontestable. Toute petite fac. Ah bah non. Peut-être du moment. Sur le moment, mais ça c'est pas faisait, la draft. ça faisait consensus. Les Sixers, c'était logique de prendre Markel Fultz. Ouais. Voilà, il faisait partie du process au final lui aussi. C'était quoi? C'était avant Embiid? Non, c'était après Embiid. C'était après Embiid, tu vois, t'avais le grand et ils prenaient le meneur ensuite. Ils auraient pris Tatum. Mais ils auraient pris Tatum. Ça aurait été bien aussi, Tatum Embiid. Ça aurait été pas mal. Ça aurait pas nuit. En tout cas, je suis constant que Lonzo rejoue parce qu'il traverse un truc. Il a les genoux sans aucun cartilage et 2 ans d'absence ou 3, c'est terrible et je suis content. Voilà. Ok, et ben écoute, on se dit à très vite pour un nouveau numéro et bon match parce que là tu pars sur Knicks Hornets sur Beansport Voilà. à Au 18h. Spectrum Center Au Spectrum. de Charlotte. Voilà, c'est sympa. Charlotte, t'as déjà été ou pas? C'est le jumelé avec Limoges. C'est une petite ville de C'est une belle info, ça. Caroline du Nord. Ok. Grosse influence, c'est vrai. Comme quoi, c'est basket. Ah ouais. Grosse influence de UNC là-bas. Ouais. C'est l'annexe et puis le passage de Jordan. C'est pas la ville la plus glamour si on aime la campagne et la pluie. Mais souvent on passe par ces coins-là. Quand on est aux États-Unis, on transite souvent par ce coin-là. Oui, parce que c'est rare, North Carolina, first in flight, ils disent. C'est sur les plaques d'immatriculation, ils ont des gros hubs, comme ils disent. Exactement, je crois, c'est ça, Atlanta. Voilà. Dans tous ces coins-là, Atlanta, Charlotte, il y a beaucoup de gros aéroports où on passe. Bon, bah écoute, coach, à très vite pour un nouveau numéro. J'espère que vous avez apprécié ce podcast. Et puis, si vous êtes en train de courir, continuez à courir. On accélère. Accélérer jusqu'à la fin. Allez. Ouais, c'est simple, hein, quand on court. Il faut partir à fond, mener un train d'enfer et finir au sprint. Ça serait vraiment facile si c'était que ça. Merci beaucoup. Ciao.